C'est ce qu'on appelle le robot, le drone taxi. Donc, on peut vraiment aller n'importe où, n'importe comment, selon les urgences et sur n'importe quel produit. Donc, on se concentre bien sûr sur les produits à haute valeur ajoutée, pharmacie, biologie, mais on s'aperçoit que dans un centre hospitalier, il y a plein d'autres choses. Et surtout, il y a soit à l'intérieur d'un établissement, donc là, c'est pour plutôt le côté robot, ou interétablissement. Et là, c'est en train en pleine explosion. On fera un autre webinaire dans 2 mois sur la partie drone, mais c'est vraiment en train de bouillonner. Bien sûr, avec cette vision au niveau des GHT, et on sent vraiment que principalement sur les prélèvements et le sang, par exemple, ça peut vraiment aller très vite. L'idée de pouvoir avoir un robot à l'intérieur d'un établissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et plus tard un drone inter-établissement, là aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une ligne complètement automatisée de A à Z. Donc comme ça, on peut envoyer n'importe quel produit de main d'un utilisateur vers la main d'un autre personnel de soins dans tous les métiers complexes de l'hôpital. Donc je trouve que cette expression coursier fiable, ça résume en 2 mots tout ce que nous faisons. Tout à fait naturel. Juste un chiffre qui m'a impressionné, c'est que c'est un professeur du Collège de France qui dit qu'il y a quand même 1 erreur par jour et par patient dans un hôpital. Donc c'est lui qui dit, souvent pas forcément des erreurs graves, mais c'est quand même pas négligeable. Et puis évidemment, quand le coursier physique n'est pas là, forcément c'est l'infirmière ou l'aide-soignante qui fait le travail. Donc ce sont des temps cachés. Donc c'est ça quand même le cœur de notre job, c'est libérer ce temps pour que les soignants fassent des soins, tous les métiers de pharmacie. Il y a aussi un autre directeur d'hôpital qui disait « J'en ai marre que mes techniciens fassent le pigeon voyageur ». Je crois que c'est voilà, ça résume, je pense que ça vous dit quelque chose. Donc comment ça fonctionne, je vais aller vraiment sur plus simple. Comment vraiment se concentrer, c'est ça notre job, c'est ça qui nous fait vibrer. On n'est pas spécialiste des robots, on n'est pas spécialiste des drones, on est vraiment intégrateur pour une solution d'acheminement, qu'on amène le produit au pied du lit, à la pharmacie, à la biologie, au labo. Donc il y a 4 parties. Une partie peut-être pas plus sexy, c'est l'appli. Et l'appli, si on voit toutes les sociétés de transport, Amazon et autres, ça commence déjà par une appli. Je pense à Uber Eats ou d'autres. Donc une appli, c'est ça qui va vous permettre d'exprimer un transport, de suivre où vous en êtes, et que quand vous êtes demandeur, vous allez pouvoir avoir comme cette barre d'avancement qui vous permet de savoir exactement quand vous êtes livré, quand la personne à qui vous l'envoyez. On va peut-être pas s'attarder dessus, mais c'est le côté émergé de l'iceberg qui est vraiment essentiel, avec 3 grandes fonctions. Une fonction où on peut, de la pharmacie, délivrer dans toutes les unités de soins. Une autre fonction inverse pour la biologie, de pouvoir ramasser l'ensemble dans les unités de soins vers le laboratoire. Donc c'est 2 grands usages. Et bien sûr, le 3e usage, c'est l'urgence, le côté ponctuel. Donc on peut envoyer d'un lieu à l'autre, de n'importe quel lieu vers n'importe quel lieu, n'importe quel produit. Et tout ça avec une traçabilité. Donc ça, c'est l'appli. Le 2e, c'est le robot lui-même. Et donc on utilise un AMR, et le leader mondial du marché, qui s'appelle MIR, donc c'est pas rien, donc c'est quelque chose qui marche, voilà. C'est vraiment une superbe machine, et nous on a fait l'armoire, armoire à la pharmacie dans ce cas-là, qui est entièrement sécurisée, qui est fermée, qui est tracée. Et le 3e originalité, c'est pouvoir dans les bacs qu'on transporte avoir une puce RFID qui permet comme ça de savoir qui met quoi et à quel moment on met dans tel bac dans un casier, et il y a une traçabilité ainsi de toutes les tâches. Donc ces 3 éléments, appli, robot, puce RFID, tournent aujourd'hui, et dont Pascal Audou va nous parler. Et la 4e case, donc le drone. Et là, il y a une nouvelle réglementation depuis le 26 janvier qui vient de sortir, qui fait, et en plus avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, où il y aura les taxis volants qui vont voler sur Paris, ce qui fait qu'il y a une explosion vraiment impressionnante depuis janvier des projets, et c'est plus que des projets, donc l'idée c'est qu'on prépare les lignes fixes entre établissements
pour que ça tourne, on peut vraiment raisonnablement se dire pour que 2025, et que ça tourne en faisant des économies. Donc là aussi, il y a une dimension, bien sûr, et technique et économique. Voilà le cœur de notre activité. Donc voilà, on voit là aussi l'avantage des AMR, ça ne demande aucune infrastructure. C'est vraiment incroyable comment ça se met en place très intuitivement. Il faut toujours un peu de Wi-Fi, tout ça, mais que ça prend l'ascenseur. On va le voir aussi tout à l'heure en vidéo. Ça peut ouvrir les portes automatiques et la page aussi. Voilà, donc là aussi, on le voit, on va voir les 6 casiers et les 6 portes. Ce sera plus parlant tout à l'heure en vidéo. Et sur le drone, bon, ce n'est pas les petits drones DJI qu'on peut voir, c'est des ailes volantes, ce qu'on appelle des eVTOL, qui fait quand même 3 mètres d'envergure. Donc vous voyez que c'est une belle bête. Là, c'est à l'hôpital de Brienne-le-Château. On a fait un POC il y a 2 ans avec l'hôpital de Troyes. Et c'est des ailes volantes qui permettent de voler à 100 km/h, à peu près sur 100 km. Donc vous voyez, quand je parle de GHT, ça peut permettre de faire déjà plus qu'un GHT et de pouvoir livrer des produits médico-sensibles sur, là, c'est des charges utiles de 3 kg. Donc, on peut commencer à faire pas mal de poches de sang. Une poche de sang, c'est 450 grammes à peu près. Voilà, donc tout produit, comme on a dit, pour que vous puissiez... donc, c'est le côté drone taxi. Voilà, pour résumer le fonctionnement, donc supposons dans ce scénario qu'il y a une infirmière qui a besoin d'un médicament au dernier moment, donc elle va sur l'appli, elle demande son transport, par du simple clic, puisque tout est connu, c'est envoyé instantanément au pharmacien, qui lui, bien sûr, a reçu l'ordonnance, qui prépare ses médicaments. Il met les médicaments dans la boîte, donc on sait que c'est telle personne qui a mis tel médicament dans telle boîte, et là il y a une traçabilité. Et à un moment donné, il y a le robot qui va arriver et ce préparateur, ce pharmacien, soit avec sa carte RFID, soit au clavier, ou tous les systèmes qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et il va y avoir 1 ou 2 casiers qui vont s'ouvrir uniquement par rapport à ce qui est prévu. Donc on sait que c'est telle personne qui a mis telle boîte, tel produit dans tel casier. Il ferme et dit bingo. En permanence, l'infirmière est informée, là aussi de l'évolution. Là, on est un peu comme un petit Waze, donc c'est exactement où nous en sommes. Et là, le robot prend sa route. Il peut prendre l'ascenseur, il peut ouvrir les portes automatiques, il peut rentrer dans les zones sécurisées. Et à un moment, il arrive à destination. Il informe aussi l'infirmière, là aussi par un SMS, par un système d'éclairage, par exemple, qu'on va dans la réanimation. Le robot, il ne va pas rentrer en réa, donc il est à l'extérieur, il envoie un petit message. Tout ça, c'est très simple à mettre en œuvre. Et l'infirmière, là, avec sa carte RFID ou à l'écran, il n'y a que le casier qui la concerne qui va s'ouvrir. Comme ça, elle prend le produit, elle referme. Et le robot peut faire comme ça une course et peut aller d'unité de soins en unité de soins. Okay. Je vais m'arrêter. Donc tout ça fait une traçabilité, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Une automatisation, une fiabilisation. Et derrière, vous imaginez évidemment tous les systèmes après d'intelligence artificielle, quand on va faire comme ça des milliers d'allers-retours dans la journée, comment on va pouvoir optimiser le temps, les disponibilités, les flux. On sait que les ascenseurs sont bien occupés dans les hôpitaux, donc aller prendre les ascenseurs un peu loin qui ne sont pas utilisés. Je vous propose de ne pas vous en dire plus pour l'instant, et je crois que ce sera plus intéressant de voir vraiment sur le terrain, et puis après, bien sûr, répondre à vos questions si vous désirez. Merci Marc pour cette présentation. Avant de laisser la parole à Monsieur Audou pour avoir un retour d'expérience sur le CH de Lille de cette solution Lifelines, est-ce que vous avez des questions les uns et les autres sur la présentation de Monsieur Pavajour et de ces robots armoires roulantes sur leur fonctionnement ou autre? On pourra y venir par la suite, mais si vous avez des premières questions, c'est le moment. Bonjour, Samuel Mokrani, hôpital Paul Doumer, je suis avec le docteur Schletter. On aurait une question par rapport à l'armoire. Est-ce que les armoires sont, on va dire, sur mesure par rapport aux besoins de l'établissement, ou est-ce que voilà, vous avez en tout cas des produits qui sont prédéfinis, on va dire Tout à fait, Monsieur Mokrani, merci beaucoup de cette question. Là, je vais présenter un modèle relativement
pourrait dire le modèle pharmacie qui permet de faire des tournées. Et en effet, on est dans notre prochaine version, on sera ce qu'on appelle entre guillemets le modèle IKEA, c'est-à-dire que toute la partie électronique est unique, toute la partie pilotage est unique. Par contre, on va pouvoir aménager l'armoire selon les besoins. Donc, par exemple, en laboratoire, c'est souvent plutôt des tiroirs où on mettra les tubes. Si on peut avoir j'ai un trou de mémoire pour mettre les médicaments quotidiens. Les piluliers. Pilulier, merci. Donc le pilulier, avec donc les piluliers là aussi par tiroir. Je sais pas si rapidement, mais on parle beaucoup aujourd'hui des déchets. Donc les déchets, c'est les grands bacs, la blanchisserie, voire les repas. Donc en fait, on va pouvoir aménager. Ça peut être là aussi, on a vu avec 6 portes, ça peut être que 4 portes. Donc voilà, tout l'aménagement va correspondre à chaque usage. En fait, c'est une question un peu pour nous, un peu exceptionnelle. Est-ce qu'il peut prendre en charge, par exemple, 7 piluliers sur 24, c'est ça 24 plateaux, ouais. Sur 24 plateaux. Là, on se retéléphonera. Je note la question. Nous avons visité un site où justement, il y avait le pilulier 7 jours et il y avait une dizaine de personnes par étage. On se retéléphone si vous voulez bien. Et là, je vous donnerai la réponse très précise. Et ce sera intéressant, on pourrait y revenir ensuite à la fin des présentations, mais de recueillir effectivement les besoins et les réactions des uns et des autres, parce que là, ce qu'on présente, c'est dans le cadre CH, mais peut-être qu'il y a d'autres, il y a d'autres contextes plus spécifiques, de services particuliers ou d'établissements particuliers qui pourraient être intéressés de rebondir sur l'utilisation de ce type de dispositif. Donc, ça permettra d'animer les échanges. Grâce au CIUS, on a justement fait une étude avec un MAS, une maison d'accueil spécialisée, où ils avaient justement ce besoin de pilulier. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment les choses en tête. On a les photos, on a bien analysé. Moi, dans ce cas-là, donc on voit très, très bien comment ça peut fonctionner, ce qui est quand même tout à fait différent que le fonctionnement par tournée dont je parlais. C'est en effet un usage qui est de plus en plus important. Pour la petite histoire, là, c'est pour d'ailleurs l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul de Saint-Rémy-de-Provence, où il y avait vraiment, je perds les mots ce soir. Van Gogh, donc on va pouvoir livrer Van Gogh avec le robot. Et là aussi au passage, parce que le temps tourne, c'est aussi grâce à CIUS que nous allons démarrer aussi 2 sites pilotes avec l'hôpital d'Antibes et l'hôpital d'Aix-en-Provence. On a fait la journée de lancement d'Antibes hier, donc c'est vraiment tout chaud, tout flamme. Tout est bien défini. Et c'est très original comme démarche, et Bastien va le développer. CIUS fait dès le début, en amont, tout un plan d'évaluation sociologique, indépendamment de nous, pour que même pour une innovation comme ces pratiques-là, tout de suite, un œil extérieur se dise quel était vraiment le problème avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant, qu'est-ce qui se passe à la fin. Donc, c'est une très grosse étude qu'est en train de faire Bastien en tant que sociologue. Je ne t'ai pas encore présenté Bastien, mais on garde ça pour tout à l'heure. J'y reviendrai. Alors, peut-être avant, est-ce que pour suivre l'ordre du jour, laisser la parole peut-être à Monsieur Audoux pour nous faire un retour d'expérience sur la situation du CH de Lille. Et donc, ce que je disais, c'est que donc on est un centre qui essaye d'intégrer le plus possible les technologies nouvelles. Et notre idée également, c'est d'utiliser ce qui existe. Et notamment, nous avons plusieurs kilomètres de galeries qui vous sont représentées sur le plan, que ce soit des galeries médicales, c'est-à-dire où des patients passent, mais également des galeries techniques dans lesquelles on fait passer aujourd'hui des mini-trains dans lesquels il y a un certain nombre de produits qui sont véhiculés, que ce soit le linge, la nourriture, voire les médicaments. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on peut optimiser à ce niveau-là notre activité pour essayer d'éviter les encombrements qu'on peut rencontrer à certaines heures du jour sur ces galeries. Alors, notre particularité en pharmacie hospitalière, c'est qu'on vit une véritable révolution numérique, que ce soit au niveau de la pharmacie clinique, donc au lit du patient, avec la numérisation des prescriptions et l'intégration dans ces prescriptions et cette utilisation de l'intelligence artificielle pour les analyses, pour le repérage des patients à risque, des situations à risque. On a une très forte
numérisation également en pharmacotechnie, avec là aussi des numérisations de prescription, mais surtout l'arrivée de la robotisation, l'intégration de la réalité augmentée pour piloter les personnes. Donc tout ça, on a développé en interne chez nous un certain nombre d'usages. Et du coup, on a essayé de travailler avec Lifeline sur l'approvisionnement et essayer de voir comment on pouvait aller de notre stock central, qui, pour vous donner une idée, représente à peu près aujourd'hui la pharmacie centrale, c'est une surface de 11 000 m². Donc c'est une très grosse structure. Comment on peut aller de ces zones de stockage vers les services de soins? Donc la question, c'était vraiment comment on peut optimiser le circuit des produits de santé. Si je résume aujourd'hui le circuit des produits de santé, eh bien en fait, on va le résumer en deux grandes boucles. Une première boucle que j'appelle service support, c'est celle qui va partir de la commande de service, du déstockage chez nous, qui va avoir un passage par la logistique. On y reviendra sur quel type de logistique on utilise et qui alimente la gestion des armoires de service. Et à partir de cette armoire de service va démarrer la deuxième boucle, qui est l'unité de soins, dans lequel le corps infirmier va venir préparer les doses, puis va faire l'administration, qui va engendrer une évaluation par le médecin, qui va faire sa prescription. Cette prescription sera analysée par le pharmacien, qui va à ce moment-là pouvoir décider si oui ou non on reprépare des nouvelles doses, etc. À ça, le numérique vient nous apporter des blocs, j'allais dire, latéraux, avec une gestion administrative et une gestion financière. Quand vous regardez en fait ce circuit, eh bien, je vous ai mis ici avec un N, ce qui a été déjà numérisé. Donc, vous voyez que dans les circuits, aujourd'hui, on a déjà numérisé pas mal de choses, que ce soit dans le circuit service support, avec les gestions d'armoires, avec les commandes de service, avec le déstockage, bien sûr, tout ça relié à la gestion financière. Et du côté service de soins, eh bien, on a la gestion administrative, donc l'enregistrement des patients dès leur arrivée, les prescriptions, l'analyse et l'administration. Et on voit qu'il reste, entre guillemets, deux choses qui ne sont pas encore numérisées généralement, qui ne sont pas automatisées, c'est la logistique et les préparations de doses. Et donc, quand on regarde ce système, eh bien, on voit que on est en fait avec un circuit qui est particulièrement découpé en plusieurs étapes. Si on prend le stock pharmacie, une commande qui arrive au stock pharmacie va être traitée par le personnel de la pharmacie, préparateur, agent. On va avoir ensuite un transfert dans un contenant secondaire, donc souvent une caisse ou des cartons en fonction des établissements, puis sera mis en fonction de la taille de la pharmacie dans un contenant tertiaire. Donc souvent, en ce qui nous concerne, nous, la pharmacie du CHU de Lille, c'est la mise sous palette et le filmage de cette palette, puis un transport, puis un dépôt dans les services et un rangement dans les armoires. Et ensuite, bien évidemment, le système qui a servi à la logistique va revenir à la pharmacie. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans de très nombreux établissements, eh bien, les étapes stock, commande, transfert, mise en contenant tertiaire, transport, dépôt, service, rangement, donc la totalité du circuit est souvent manuelle. Et quand on regarde les établissements qui avancent, eh bien, vous avez l'automatisation de la sortie du stock qui a été faite, première étape. On peut avoir une commande préparée par des robots, c'est la deuxième étape. Et généralement, toutes les étapes suivantes vont être en fait mises en manuel dans les différents établissements. On peut avoir quelques données.
notamment, il existe des raccourcis entre le transport contenant secondaire et le dépôt dans les services. Et notamment, il existe dans un certain nombre de services qu'on appelle les liaisons pneumatiques, où en fait, on va avoir un transport des médicaments, la plupart du temps impromptu, ce qu'on appelle en jargon les urgences, eh bien, depuis la pharmacie jusque les services de soins. Mais c'est généralement pas pour la totalité du circuit. Si on prend l'automatisation lifeline avec les robots autonomes et mobiles, eh bien, eux vont en fait venir réaliser le transport. On va se passer du contenant tertiaire puisqu'on pourra mettre nos contenants secondaires directement dans ces robots. Ces robots vont ensuite partir dans les services. L'avantage, c'est que nous aurons une traçabilité du dépôt dans les services, puisque comme j'ai vu sur certaines questions, eh bien, on peut tracer qui met dans l'armoire et qui sort de l'armoire, ce qui va permettre d'avoir une sécurisation, de savoir également localiser nos produits, parce que dans les très grands centres comme le mien, eh bien, c'est souvent un problème de savoir localiser où est le transport, et de ce retrait depuis l'armoire, de l'armoire du robot, on va pouvoir ranger directement dans les armoires et le robot va pouvoir retourner à la pharmacie pour venir reprendre d'autres produits. L'autre avantage que l'on a avec ces techniques, et vous le verrez, on l'a testé, eh bien, c'est qu'on peut donner un plan de multiservice pour ces robots, c'est-à-dire de dire tu me fais le service A, le service B et le service C, et seulement après, tu reviens à la pharmacie. Et donc, le robot est programmé pour ça. Il a en plus normalement une intelligence lui permettant de dire si tu attends plus de 5 minutes, tu passes au service B, tu fais le C et tu reviendras au A en fin de parcours, ce qui va en fait raccourcir les délais de livraison entre le moment où il y a une demande et le moment où on va avoir l'arrivée dans le service des médicaments, permettant ainsi également de travailler sur la problématique des navettes en ce qui nous concerne, puisque nous avons des navettes toutes les 2 heures à peu près, eh bien ça permet de livrer entre deux. Et donc, quand on regarde un système manuel par rapport à un système automatisé, eh bien on voit qu'ils sont, j'allais dire, inversés, les items et les inconvénients. Si on prend l'indépendance du système, c'est sûr que quand on est manuel, on est totalement indépendant, on ne dépend pas du développement d'interface, alors que, bien évidemment, à partir du moment où on travaille sur une chaîne automatisée, intégrée, on aura ces interfaces à développer. Donc, bien sûr, quelque chose qui est compliqué au niveau informatique. Au niveau adaptabilité, on sait que l'être humain est très adaptable, notamment aux différents volumes, aux différentes conditions. Là, avec la logistique automatisée, eh bien, il faut prévoir un certain nombre de choses et donc il faudra certainement se limiter sur un certain nombre de systèmes, à moins que, au vu de ce qu'a annoncé Marc Pavageau, on serait en mesure d'avoir une armoire adaptable, entre guillemets, en fonction de son utilisation. On peut avoir comme avantage aussi en automatisé, c'est qu'on n'a plus de consommation de ressources humaines, alors qu'on l'a quand même au niveau de la logistique manuelle, et c'est très important sur des grands centres. Je pense qu'avec ce système, les pertes de colis qu'on peut avoir en manuel, eh bien, on ne les aura pas, puisqu'on aura une traçabilité et on saura qui rentre et qui sort le matériel. On va avoir aussi quelque chose qui paraît peut-être anodin pour les personnes qui ne travaillent pas en milieu hospitalier, mais on a la problématique de non-respect des conditions de dépôt pour des raisons
souvent d'activité, de suractivité. Et donc, on va laisser, par exemple, des produits qui sont sur une paillasse, on va les laisser dans un couloir par le service logistique. Et tout ça peut être réglé avec un système logistique, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, comme on va tracer, les gens feront attention de ranger là où il faut les différents produits. On a un cadencement qui est obligatoire. Aujourd'hui, chez nous, je vous ai dit, c'est toutes les 2 heures. Là, on va pouvoir utiliser ça de manière beaucoup plus fluide. On va avoir un temps important de transfert quand on le fait de manière manuelle, parce que on a les camions, on a le passage au quai. Des quais, on va passer, ce que je vous l'ai dit, par les systèmes internes de transport, etc. Et donc, tout ça peut être rendu beaucoup plus fluide avec un système qui partirait automatiquement de la pharmacie via nos couloirs souterrains. Ce qui, moi, m'apparaît très important, c'est la sécurisation des contenus, puisqu'une fois mis à l'intérieur, eh bien, on peut mettre des conditions de qui a le droit d'ouvrir et toute autre personne ne pourra pas l'ouvrir. Et surtout, nous avons une utilisation qui sera identique 24 heures sur 24, ce qui n'est pas possible avec la logistique manuelle. Souvent, on passe par des systèmes plus souples, moins importants. Ce n'est pas les mêmes camions. On a des camionnettes la nuit, etc. Alors que là, on aura toujours les mêmes systèmes. Donc, une éducation à la fois du personnel soignant et du personnel pharmacie qui sera plus simple dans le mode d'utilisation. Alors ici, je vous ai mis un petit film. Je ne sais pas si on va pouvoir le regarder. Ça dure 4 minutes, sauf erreur de ma part. Vous verrez l'expérimentation qui a été faite au niveau du CHU de Lille dans le cadre de la chaire Elodie.
un peu un exemple de ce qui a été fait. Et donc, notre conclusion, c'est que ça doit permettre une augmentation de la fluidité des transports entre pharmacies et ça nous donne une activité vraiment identique 24/24 sur des grands centres où on a du personnel différent. Eh bien, c'est quelque chose qui est important. On a un accroissement de la traçabilité des produits transportés, ce qui est là aussi, au vu des coûts des produits qu'on transporte, eh bien, ça devient de plus en plus important. Et donc, ce qui nous reste à faire pour être certain que cette technologie est bien adaptée, c'est de faire des qualifications de manière à vérifier la robustesse de cette activité, cette fiabilité également, de voir si on peut le déployer dans toutes les zones. Notamment, il faut qu'on travaille sur une problématique que l'on a eue, nous, en interne, mais qui se réglera, c'est le Wi-Fi, être certain que notre technique peut être déployée partout, puisque ça marche avec cette technique. Et donc, c'est vraiment l'objectif du second test qu'on désire réaliser, c'est-à-dire mettre une longue durée pour faire des tests grandeur nature cette fois-ci, c'est-à-dire vraiment être dans la production, l'utiliser et voir quels sont au niveau des différentes utilisations, eh bien, les points positifs et les points négatifs. Et ces points négatifs, essayer de les résoudre en trouvant une solution technologique pour permettre une amélioration du circuit des produits de santé au sein du CHU de Lille. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis prêt à y répondre. Je vais donc… Oui, avant qu'on passe à la dernière présentation et pour permettre aussi à ceux qui doivent nous quitter à 19h d'avoir toutes les présentations, si vous avez rapidement une ou deux questions. Alors, il y en avait certaines dans le chat, certaines étaient plus ou moins techniques. Il y en avait une concernant le projet de Lille en termes de déploiement de robots. Combien il faudrait de robots en service à Lille dans votre plan de déploiement? C'était une des questions qui a été soulevée. Est-ce que vous voulez y répondre? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre exactement parce que, comme ça a été dit, je ne sais pas encore le périmètre exact de l'utilisation des produits. Ce que l'on imagine pour l'instant, c'est déjà d'avoir en fait des drones par hôpitaux, c'est-à-dire essayer de se dire on a des drones, pardon, des robots pour chaque hôpital de façon à avoir une navette comme ça permanente. Donc, je dirais que l'idée, c'est qu'en cible, on s'approche de quelque chose dans un premier temps d'une dizaine de robots permettant de couvrir l'ensemble de nos établissements reliés par les galeries. Mais c'est qu'une estimation et on ne sait pas encore si ça sera suffisant ou s'il faudra autre chose. Bien sûr, je vous remercie pour cette précision. Je vous propose d'enchaîner sur la dernière présentation qui concerne vraiment l'étude d'usage en cours de la solution Lifelines et ensuite de recueillir toutes les questions sur l'ensemble des présentations pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de poser leurs questions. Donc moi, je suis Bastien Tavener, je suis sociologue, je suis spécialisé dans les domaines de la sociologie de l'innovation et de la sociologie des usages et plus particulièrement des usages du numérique. Et donc, je suis au CUS chargé d'études, en charge à la fois de l'élaboration et de la conduite de protocoles d'analyse des usages de solutions innovantes, que ce soit au stade de co-conception ou au stade, comme c'est le cas ici de Lifelines, d'expérimentation en situation réelle. Et je mène par ailleurs des travaux d'études sur les dynamiques sociales de l'innovation en santé. Rapidement, dans la perspective du déploiement donc, de cette solution, l'entreprise Lifelines entreprend une démarche d'évaluation. Monsieur Pavajour en a parlé tout à l'heure, via la mise en place de tests in situ, donc des tests en conditions réelles d'usage au sein de 2 sites, qui sont les sites des CH d'Antibes et d'Aix. Alors, le choix de ces sites a été facilité par leur inscription au sein du réseau des sites pilotes d'innovation du CIUS. Donc, c'est un réseau de 23 établissements du secteur médical et médico-social qui sont membres de la FHF PACA et qui sont fédérés depuis début janvier 2022
pour prendre en charge des études cliniques, pour accueillir des expérimentations de solutions innovantes et pour s'engager dans des collaborations industrielles pour la co-construction de prototypes. Voilà pour en dire quelques mots. Alors, concernant ce projet-ci, le projet d'expérimentation de Lifelines, vous voyez bien défiler les présentations? Oui, oui. Bien, merci. Donc, il y a, sans rentrer dans les détails, il y a trois partenaires avec des rôles bien définis pour ce projet sur les deux sites. Donc, l'entreprise Lifelines qui a la responsabilité de l'installation et de l'adaptation du dispositif technique que M. Pavageau vous a présenté avec la partie applicative et la partie robot. Donc là, on se concentre non pas sur les drones, mais vraiment sur la partie robot. Les CH qui ont vraiment la responsabilité d'accueillir ces tests et aussi de mobiliser les équipes pour les besoins des tests et des évaluations qui sont menées sur site. Et donc le Centre d'innovation et d'usage en santé, le CIUS, qui évalue le dispositif et notamment qui en évalue les usages à travers différentes phases que je vais vous présenter rapidement. Concernant le projet, il y a sur les deux sites d'Antibes et d'Aix-en-Provence, il y a 3 grandes phases qui sont menées et elles sont menées chacune vraiment dans un esprit de collaboration avec les équipes soignantes sur place, l'entreprise et nous, côté CIUS, pour représenter les usagers et les problématiques d'usage qui émergent tout au long du projet. Donc la première phase, c'est une phase de préparation qui a été menée sur place sur les deux sites en collaboration avec les équipes pour faire remonter des besoins prioritaires et les besoins les plus pertinents dans le cadre des premières phases de test afin d'identifier des premiers scénarios d'usage, des premiers circuits qui seraient les plus pertinents et les plus à même de répondre à toutes les questions pour les besoins du test. Alors, ces tests sont menés en plusieurs étapes. La première étape qui va être l'étape dans laquelle on arrive là tout bientôt sur ces deux sites, c'est l'analyse des conditions d'utilisation sur des circuits balisés et des conditions d'utilisation avec une assistance quand même technique rapprochée. L'idée, c'est que l'entreprise Lifeline soit présent pour rectifier sur toute une période d'une semaine et puisse suivre les usages et que nous, côté CIUS, on puisse vraiment étudier les conditions d'utilisabilité, donc je vais y revenir, avant de pouvoir être dans un troisième temps qui est vraiment un temps de test en situation réelle d'usage à l'échelle, cette fois-ci, d'un CH entier, où là, on va non pas seulement voir ce qui se passe du côté des interactions entre les professionnels et la machine, mais également prendre en compte l'ensemble de l'écosystème d'usage, c'est-à-dire les professionnels, soignants, aidants, les publics des CH et les interactions entre toutes ces personnes et leur réception sociale du dispositif et leurs usages. Alors, concernant les étapes en cours, et donc notamment la partie validation de l'utilisabilité de la solution sur les deux CH, on adopte une approche qui est à la fois itérative, dans le sens où elle est apprenante et qu'elle vise à adapter chemin faisant le dispositif dans toutes ses composantes, techniques, organisationnelles, etc. Et elle est bien sûr centrée sur les usagers, parce que c'est l'ADN du CIUS que de partir des usages, comme vous l'a présenté ma collègue Alexandra en introduction. Et donc, on va suivre tout un tas de dimensions. Tout d'abord, l'acculturation des équipes au dispositif via l'observation des séances de formation des équipes à l'utilisation du robot. L'idée, ça sera d'observer comment l'entreprise transmet les informations aux équipes, ce qu'elles en comprennent, les questions qui peuvent être suscitées, éventuellement les inégalités de réception ou de compréhension entre les différents services ou entre les différents individus au sein du service, eu égard à leur culture numérique personnelle ou plein d'autres dimensions qu'on va investiguer. Ensuite, on va aller regarder de plus près la prise en main des outils lorsque le dispositif va être mis en circulation dans les CH suivant les scénarios d'usage qui auront été validés et balisés en amont. Donc là, on va réaliser une observation des usages en situation, des entretiens bien sûr avec les responsables de services mobilisés pour bien s'assurer que qu'il y ait une correspondance entre leurs attentes par rapport à cette expérimentation et ce qui est concrètement réalisé. Et bien sûr des entretiens collectifs ou des focus group qui rassemblent l'ensemble des utilisateurs qui vont être mobilisés
tels qu'ils utilisent de près ou de loin le dispositif pendant toute cette semaine de tests d'utilisabilité, pour vraiment recueillir l'ensemble des facettes qui concernent la prise en main des outils, toutes les dimensions de l'utilisabilité. Tout ça va générer toute une matière un peu qualitative sur l'usage du dispositif, qui va être confrontée à l'analyse plus quantitative des traces d'usage et des traces d'usage numériques qui sont générées par le dispositif lui-même en termes de nombre de courses réalisées, de temps de parcours, de temps d'attente de la machine, etc. Et au croisement donc de ces données quantitatives et qualitatives qu'on aura eues via les entretiens et les observations, on va pouvoir restituer des premiers résultats en vue à la fois de la validation du dispositif, de l'adaptation éventuelle ou des formulations de pistes d'adaptation pour Lifelines dans la perspective d'un élargissement ensuite de l'expérimentation à l'ensemble du CH avec un robot qui est en autonomie et qui poursuit ses différents scénarios d'usage. Voilà pour la procédure générale des premières phases de tests qui sont prévues sur les sites d'Antibes et d'Aix-en-Provence. Concernant les dimensions étudiées, on va à la fois aller voir ce qui se passe au niveau de l'ergonomie de l'outil numérique et notamment de l'application de réservation des transports. L'adaptabilité du dispositif aussi aux conditions à la fois matérielles et organisationnelles des services qui sont investis, qui ont leur propre logique, leur propre routine, et on va voir dans quelle mesure ce dispositif est capable de s'y adapter. L'acceptabilité sociale du dispositif, bien sûr, pour l'ensemble des professionnels concernés. Et quand on parle d'acceptabilité sociale, c'est vraiment une dimension d'étude. L'idée, c'est absolument pas entre guillemets, d'identifier ceux qui rejettent le dispositif pour leur faire comprendre ce qu'ils n'auraient pas compris ou pour les faire changer d'avis, mais plutôt de travailler à ce que le dispositif soit, de par son cadre de fonctionnement, de par ses règles d'usage, acceptable par une diversité de publics professionnels qui sont concernés par les différents scénarios d'usage qui sont investis. Et ça passe par de l'observation, mais aussi par des entretiens approfondis sur les différentes dimensions de l'usage à un instant T et des projections aussi sur la généralisation de ce type de dispositif. Ensuite, bien sûr, on va observer et étudier l'efficacité de la solution en termes d'automatisation des transports et sa propension à répondre à ce que M. Pavageau présentait comme mot d'ordre du dispositif, qui est de libérer du temps patient. Et bien sûr, on étudiera l'ensemble des freins à l'usage, voire des usages surprenants qui peuvent émerger des fois en situation expérimentale et qui peuvent être d'autant de pistes d'évolution ou d'adaptation du dispositif. Il y a une slide qui a sauté, mais voilà, concernant les dimensions étudiées, elles seront bien sûr complétées par la troisième phase, donc j'y reviens, la phase de test en situation réelle d'usage, où là, on sortira vraiment des considérations en termes d'utilisabilité du dispositif pour aller prendre toute l'épaisseur sociale de l'usage, entre guillemets, et aller voir la réception du dispositif par tout à chacun en situation naturelle. Voilà, je m'arrête ici pour laisser de la place aux échanges et n'hésitez pas donc à nous interpeller sur l'ensemble des présentations si vous voulez des précisions ou si vous voulez témoigner éventuellement de ce que ce type de dispositif fait écho par rapport à vos besoins particuliers. Vous êtes un CH, vous êtes une structure hors CH qui pourrait avoir aussi des besoins qui correspondent avec ce qui a été présenté. N'hésitez pas à vous manifester, à prendre la parole. Je vous remercie pour votre écoute. Je vois que dans le chat, il y a des questions techniques qui ont été adressées. C'est bien. Donc, Logan, côté Lifeline, se charge d'y répondre. Vous avez aussi ses coordonnées. Vous pouvez interpeller sur les questions vraiment techniques. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais qu'on a parmi nous différentes structures qui sont représentées, des CH, mais aussi des EHPAD. Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui n'ont pas été forcément développés et qui vous intéresseraient autour de ces solutions d'automatisation? Ou est-ce que vous voulez revenir aussi sur l'expérience de Lille et sur des points précis sur ce qui a été présenté? Une question sur la certification.
Une double certification serait nécessaire pour la sécurisation. Question de fiabilité et responsabilité par rapport au mouvement logistique. Est-ce que côté Lifeline, vous avez des remarques par rapport à ces questions de sécurisation et de certification? Oui, hein, tout à fait, c'est absolument essentiel. En fait, le système lui-même donc a une traçabilité et bien une vérification. Et là, je vais repasser la parole à Pascal Audoux, hein, puisqu'on avait fait l'expérimentation en simulant des stupéfiants. Donc là, évidemment, la réglementation ne permet pas de passer stupéfiant dans ce genre de système. On va faire des démarches pour que ça puisse être homologué et certifié. Ça passe pendant un certain temps. Mais je pense surtout aux produits, que ce soit du sang ou les poches de chimio, puisque ce sera ça qui sera utilisé prochainement. Et là, Pascal, là aussi, comment tu vois les choses? Alors, je pense que la question, elle est peut-être un peu plus vaste encore que ça. On va avoir une certification de ce qu'on a le droit de mettre dedans. Ça, c'est une évidence. Donc, effectivement, il va falloir respecter le Code de la santé publique qui n'a pas forcément encore intégré les notions de numérisation et d'automatisation. Donc, c'est notamment sur les stupéfiants, c'est de main à main. Et donc, c'est difficile de mettre une main dans le robot. Donc, forcément, il faut qu'on fasse changer la loi. Mais il y a aussi, je pense, une certification, et c'est un peu ce qu'on a commencé à faire et que vous avez vu sur le film, c'est de vérifier que le robot est capable de détecter des mouvements, de s'arrêter quand il doit s'arrêter parce qu'il y a passage de personnel, et tout ça, il va falloir le qualifier dans différents systèmes, différentes positions afin d'être certain que on ne prend aucun risque avec ces engins. L'autre question qui pourrait être donnée, c'est le fait, comme ils se déplacent tout seuls, le risque qui est une effraction des robots, mais c'est exactement le même risque qu'une boîte qui se déplace tout seul. Donc, pour nous, ça ne pose pas trop de problème. On va surtout certifier le côté, j'allais dire, matière qu'on met à l'intérieur et le côté, il n'y a aucun risque pour patients et personnel quand le robot arrivera dans des zones peuplées. On est même allé un petit peu plus loin avec l'ARS PACA, hein, puisque nous sommes à Aix-en-Provence, avec le docteur Jean Ginot qui s'occupe de tout ce qui est hémovigilance, donc côté sang, mais aussi côté médicaments. Excusez-moi, je risque de d'écorcher le nom, mais je crois que c'est la commission de surveillance du médicament. Cette notion de robot a été présentée. En tout cas, cette commission est tout à fait favorable à cette évolution vers les robots. Bien sûr, il faut faire évoluer les certifications, tout ce qu'il faut, hein, mais en tous les cas, c'est un œil très, très favorable. Hein. Merci pour ces réponses et ces échanges. Je vous en prie. Je me permets juste… Alors, attendez. Hop, voilà, parfait. Je me permets juste d'intervenir sur deux questions qui ont été posées dans le channel conversation. Donc, il y en a une, effectivement, on n'a pas présenté ces modules-là, mais sur les charges lourdes. Donc, tout ce qui va être logistique, tel que blanchisserie, plateau repas, déchets, documentation, etc., etc. Donc, en effet, nous intégrons des solutions donc de robots qui vont être différents. On va appeler ça des robots qui vont soulever, en fait, qui vont venir en dessous pour soulever des chariots. Donc, voilà, donc sur les charges lourdes. Et des robots qui vont tracter, donc via un bras, qui va venir s'accrocher à divers chariots pour venir tracter plusieurs chariots d'un coup. Donc voilà, et pour répondre à Monsieur Boucher, avez-vous pu réaliser un POC de cette solution charge lourde? Les POC de cette solution ont déjà été réalisés. Nous intégrons juste ces robots qui sont des solutions de notre fournisseur MIR, qui est le leader mondial en termes de robotique AMR. Donc, il n'y a pas de proof of concept de la part de Lifeline à faire au niveau de cette solution, car elle a déjà été prouvée par notre fournisseur. Nous, ce qu'on intègre en plus de ce simple robot, c'est justement cette connexion à tout l'environnement d'un établissement, notamment les connectiques ascenseurs, les connectiques portes automatiques, etc., etc., et l'application qui est une application unique pour tout type de transport, que ce soit de la charge lourde, de la charge légère ou même du drone, voilà, par la suite. Voilà.
Merci beaucoup pour la qualité de votre réponse. Je me permets d'intervenir, donc Rémi Boucher. Je voulais du coup aller plus loin. Vous avez évoqué effectivement constructeur mur, mais est-ce que vous avez déjà pu intégrer donc ce type d'AMR charge lourde dans un CH ou pas d'ailleurs? Alors nous, en particulier, nous avons pas intégré ce type d'AMR charge lourde, donc robot souleveur, robot tracteur dans un CHU en France. Par contre, ils sont en effet intégrés, notamment aux États-Unis et certains en Europe. Et mais Monsieur Boucher, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je pourrais vous faire passer la vidéo justement de Mir. Moi, je peux vous donner l'exemple du CHU de Lille. Nous, on l'a intégré en stérilisation. Et en fait, le personnel reconstitue tous les plateaux. Et quand on a l'armoire complète qui est remplie de plateaux, le système vient en dessous de l'étagère, porte l'étagère et va la mettre directement dans l'autoclave, permettant ainsi d'éviter que le personnel soit en contact avec les différences de chaleur liées à l'ouverture des portes des autoclaves. Et ça marche comme ça depuis maintenant ça doit être une dizaine d'années. Merci. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a déjà un petit peu dépassé l'heure de fin prévisionnelle. Si certains veulent en profiter pour poser des dernières questions. Dans ce cas, c'était parfaitement clair. Donc, vous avez dans le chat, sur les coordonnées. J'aurais peut-être une petite question. Oui, vous m'entendez? Je vous en prie, allez-y, bien sûr. Je voudrais juste une question au niveau quand ça tombe en panne. Donc il faudra qu'on récupère du temps humain mais je veux dire au cas où, qu'est-ce qui se passe si jamais ça tombe en panne, voilà. Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est ça cette question. Est-ce que vous avez eu cette occasion-là de le tester? Il se passe une panne, c'est quoi le système B? Voilà. Oui, oui, Monsieur Ocarni. En effet, même si les robots MIR sur lesquels on est basé, les AMR, ont un taux de fiabilité tout à fait remarquable. On a vu, il y a des hôpitaux qui l'utilisent depuis 5 ans avec 0 panne et 0 collision. Donc, on a vraiment fait le choix de ne pas prendre le moins cher, c'est certain, mais en tous les cas, prendre le plus fiable. C'est essentiel. Mais bon, il peut toujours y avoir des petits soucis. L'idée, c'est qu'il y a de toute façon une communication entre notre robot et la supervision, le poste de pilotage, ce qui fait que s'il y a un souci, déjà, il y a toute une information instantanée. Et s'il est bloqué, on peut déjà réouvrir les portes du manière manuelle, récupérer tout le matériel disponible. Et ce qu'on nous prévoit de toute façon, c'est pouvoir. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on considère que dès qu'on passe l'expérimentation, il faut au moins 2 robots pour que, s'il y en a un qui est en panne, on ne soit pas complètement bloqué. Et nous, notre engagement, c'est vraiment justement ce service, puisqu'on n'est pas des vendeurs de robots ni des vendeurs de drones. On est vraiment, notre engagement, c'est sur le service. Et du coup, on organise un service de maintenance qui peut intervenir comme les ascenseurs en moins de 2 heures pour pouvoir débloquer, éventuellement remplacer le robot en moins de 24 heures. Donc là, on s'organise, ceci sur tout le territoire, c'est quand même pas rien, pour pouvoir en effet dépanner, puisque l'idée, c'est qu'une fois qu'on a un outil qui marche bien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'il y a une panne, on voit tout de suite que ça risque d'être très pénible. Donc ça, c'est la qualité d'assurance, je dirais, type ascenseur. D'accord. Et j'ai une autre question pour le robot tracteur. Il y aura toujours besoin d'un être humain? Heureusement d'abord, mais d'ailleurs on parle souvent maintenant de coursiers
assistés par robot. Hein. Là aussi, les équipements, les machines, bah, c'est comme votre PC, hein, vous avez pu remarquer, il ne marche pas tout seul. Hein, donc, il y a toujours des petites choses à faire. Hein. Moi, j'ai beau être ingénieur et travailler dans l'innovation depuis 30 ans, je sais que rien n'est magique avec la techno. Et au contraire, on a bien prévu, on a parlé tout à l'heure de l'acculturation, hein, c'est que les coursiers, le personnel que vous avez aujourd'hui, il y a un premier niveau, ce que j'ai appelé coursier assisté par robot, en effet, vous avez les compétences de premier niveau pour pouvoir aller un peu plus loin. Là aussi, il y a toujours plein d'idées derrière. Hein. Il y a eu des questions sur les interfaces, hein, sur les utilisations. Comme disait Bastien, sur les utilisations surprenantes. On est toujours surpris à chaque fois qu'on a un projet sur un site. Il y a toujours des nouvelles idées. Et on est vraiment dans une logique de transfert de compétences. Et là, ça dépend de chaque hôpital. Hein. Certains veulent un transfert de compétences 100%. Hein, vraiment, ils veulent maîtriser la techno de A à Z. D'autres, au contraire, disent bon, nous, on veut du transport, on sous-traite tout à 100%, on veut surtout que s'occuper de rien. Et là, en effet, c'est notre service Gold, hein, avec l'assistance téléphonique, et ainsi de suite. Mais de toute façon, heureusement, c'est le but, un hôpital, il y a quand même beaucoup d'humains. D'accord, merci. Salut. Merci à vous. Est-ce que il y a d'autres questions sur le dispositif ou son expérimentation? Si des questions vous viennent ultérieurement, vous pourrez toujours revenir vers nous, vers l'ensemble des intervenants, et on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas d'autres questions, vu qu'on a déjà bien dépassé le temps, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Et puis, on ne manqueront pas de vous faire, de vous informer des suites de ces tests en cours de Lifeline et de leurs résultats.